Bonsoir, il est 20h30. Bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce samedi. Recrutement spécial à l'ENAM, 400 candidats répartis dans 4 centres d'examen affrontaient ce samedi les épreuves du concours des auditeurs de justice et élèves de greffiers de la section anglophone. Chose vue à Yaoundé et à Boya dans ce journal. Fonds de solidarité nationale de lutte contre le Covid-19, les établissements de crédit du Cameroun montent au créneau. Un chèque de 200 millions de francs CFA a été remis au gouvernement cette semaine. Ultimes hommages à Joseph Mbadam, le député SDF, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, a été inhumé ce samedi à Yaoundé en présence des grandes familles du Parlement et du barreau camerounais. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Merci de nous rejoindre sur la CRTV. Recrutement spécial à l'École nationale d'administration et de magistrature. 400 candidats affrontaient ce samedi les épreuves du concours des auditeurs de justice et élèves greffiers d'expression anglaise. C'est pour les ressorts des cours d'appel du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. 4 centres d'examen étaient ouverts sur l'étendue du territoire national à Garoua, Bamenda, Boya et Yaoundé. À Yaoundé, à l'ENAM, où le ministre de la Fonction publique, Joseph Lé, s'est rendu pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Catherine Toulouelanga, reportage. Les cours d'appel des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest seront renforcés grâce à un recrutement de 200 auditeurs de justice et 120 élèves greffiers. L'opération a été lancée en 2017 et ce samedi matin, la 4e et dernière vague était face aux épreuves à l'ENAM pour le recrutement d'une 50aine d'auditeurs de justice et 30 élèves greffiers d'expression anglaise. Le ministre de la Fonction publique a rendu visite aux candidats pour s'assurer du bon déroulement des épreuves dans cette mission confiée par le chef de l'État. Jusqu'à présent, tout se passe normalement dans ce premier centre qui est celui de Yaoundé. Nous avons également reçu des images et des échos en provenance de 3 autres centres. Nous pouvons déjà dire que c'est bien parti. Après 2 ans d'une solide formation à l'ENAM, la première cuvée sera opérationnelle dans un proche avenir. Quant à la 2e et à la 3e cuvée, la formation est en cours et s'achèvera bientôt. S'agissant des 3 premières vagues, la toute première, celle qui a été recrutée en 2017, vient de terminer sa formation. Là, nous sommes en train de remplir toutes les autres conditions qui permettent de les mettre à la disposition du ministère de la Justice, qui est l'utilisateur, le ministère utilisateur. Et je crois que dans les tout prochains jours, cela va être fait. La commission ad hoc chargée de ce recrutement reste vigilante dans ce chantier extrêmement rigoureux. 4 centres d'examen ont été retenus pour la phase écrite, notamment Boya, Bamenda, Garoua et Yaoundé. Reste à présent la phase orale et celle de la proclamation des résultats. À Boya, dans le Sud-Ouest, ils étaient 54 candidats sur la ligne de départ ce samedi. Le concours supervisé par le délégué régional de la fonction publique s'est déroulé dans le strict respect des mesures barrières. Cathy Nandjou à Boya. C'est dans le respect strict des mesures anti-Covid-19 que les candidats au concours de l'ENAM Division Common Law ont affronté dès les premières heures de la matinée l'épreuve de culture générale à Boya. Ici, tout l'ensemble du personnel pour les mesures mises en place contre le Covid-19. Ça a été strictement respecté. On a lavé les mains avant d'entrer en salle. On a porté les cache-nez, beaucoup de nous avec des gels hydroalcooliques. Selon le chef de centre, toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement de ce recrutement spécial de 50 magistrats et 30 greffiers voulu par le chef de l'État pour résoudre certains problèmes existentiels. On a commencé ce concours depuis 2017.
2007. Et ça, c'est le 4e fois qu'on fait ça. Et le gouvernement a lancé ce concours pour résoudre certains problèmes que les avocats anglophones ont soulevés. Sur les 53 candidats attendus, 52 ont répondu présent à la phase écrite session 2020 dans la région du Sud-Ouest. Mention très honorable pour le désormais docteur en droit Étiennis Renaud Okomen. Il a soutenu publiquement ce samedi à la salle des actes du campus de Soie sa thèse de doctorat sur la fiscalité du commerce électronique dans l'espace OHADA. Son travail était dirigé par le professeur Justine Diffou. Les détails avec Étienne Pascal Azegui. La difficulté que l'on rencontre dans le commerce électronique trouve dans cette thèse quelques pistes de solutions. Le candidat Renaud Étiennis Okomen, au grade de doctorat PhD en droit, apporte quelques éclairages et des perspectives d'évolution de la fiscalité du commerce électronique dans l'espace OHADA. C'est un travail qui interpelle déjà sur la difficulté que pose le commerce électronique. D'abord au droit et surtout au droit fiscal. Le droit fiscal est adossé à la territorialité en général. Et or, les opérations du commerce électronique en général se déroulent dans un espace qui est non seulement immatériel, mais carrément volatile. La thèse sera soumise à un examen avec minutie des membres du jury, composé d'éminents professeurs de droit de l'Université de Yaoundé 2. Avec cette thèse sur la fiscalité du commerce électronique, la question qui se pose, c'est comment faire pour capter au niveau international la matière imposable. Lorsqu'on sait que les flux de capitaux, les mouvements, la mobilité des personnes et des biens et surtout les noms de domaines. Au terme de 3 heures d'échanges critiques, le jury à l'unanimité attribue une mention très honorable au travail du désormais docteur Okomen à la satisfaction de l'assistance de la salle des actes de l'Université de Yaoundé 2. 27 milliards et 400 millions de francs CFA, c'est le budget de la Cameroun Radio Television pour l'exercice 2020. Budget revu à la baisse, une baisse consécutive à la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde. C'est l'une des résolutions de la 52e session ordinaire du Conseil d'administration présidée hier vendredi par le ministre René Emmanuel Sadi, le président du conseil d'administration de la CRTV, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Joël Igor Abanda. Nous nous sommes penchés essentiellement sur les états financiers de la CRTV et ceux de la CMCA. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère, comme d'habitude, très conviviale entre les différents administrateurs, entre les administrateurs et la direction générale. L'essentiel, c'était davantage d'examiner le collectif budgétaire. Et nous avons pensé qu'en faisant des efforts, on pouvait l'arrêter à 27 milliards 400 millions de francs CFA à peu près. Donc le budget de la CRTV pour cette année est donc ce chiffre à peu près à 27 milliards 400 millions de francs CFA. Et sur ces 27 milliards, nous pensons que là-dedans, la répartition des dépenses a prévu quand même qu'il y ait un montant assez important, de presque 4 milliards au moins, pour essayer de doter la CRTV d'équipements adéquats pour lui permettre d'accomplir ses missions. Nous avons également examiné le rapport d'activité de la CRTV, le rapport d'activité de la CMCA. D'une manière générale, ce que l'on peut dire, c'est que la CRTV, avec des moyens qui ont été les siens, la CRTV a pu être à la hauteur de ses missions. Dans la suite du journal, les forces vives du Nord-Ouest qui s'engagent à œuvrer pour la paix et la réconciliation, engagement pris hier vendredi à Bamenda au cours de la restitution des travaux de l'équipe du plan présidentiel de la reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le ministre Paul Tasson a appelé ces forces vives à accepter le plan de reconstruction qui va contribuer à ramener la paix dans les deux régions. Emmanuel Kolokou à Bamenda.
Le plan présidentiel de reconstruction des deux régions en crise envisage de bonnes solutions pour le Nord-Ouest. Dans les conclusions soumises à l'Assemblée, il sera question par exemple de travailler sur le désenclavement des zones sinistrées par la construction des routes et des ponts. Une enveloppe d'un contenu allant d'1,5 million à 2,5 millions sera accordée à chaque famille pour la reconstruction des habitations détruites par la crise. Les jeunes seront enrôlés dans les formations techniques et les femmes organisées en association pour le développement rural. Pour suivre attentivement les travaux sur le terrain, un comité local de développement impliquera les maires et les chefs traditionnels sous la supervision des autorités administratives. C'était bien pensé sur tous les plans, en commençant par les procédures d'identification des victimes. Nous allons au niveau du département du Boyo organiser sans délai la réunion de restitution afin de mobiliser au plan local l'ensemble des forces vives qui sont les chevilles ouvrières de l'exécution efficace et de l'exécution performante de ce plan. Après la restitution des travaux, les forces vives du Nord-Ouest impliquées depuis le début ont fait une déclaration. Déclaration dans laquelle elles s'engagent à soutenir le plan présidentiel. Elles s'engagent également à œuvrer pour la réconciliation des fils et filles de leur région et la restauration de la dignité humaine. Elles appellent par ailleurs au retour des déplacés internes et des réfugiés afin qu'ensemble, ils œuvrent pour la restauration de la région belle et exemplaire qu'était le Nord-Ouest avant la crise. Ouvrons à présent la page du journal consacré au coronavirus. Le Fonds de solidarité nationale pour la lutte contre cette pandémie s'enrichit d'une nouvelle contribution, celle de l'Association des professionnels des établissements de crédit du Cameroun, qui vient de remettre un chèque de 200 millions de francs CFA au gouvernement. Les précisions de Michel Renaud-Wanja. Les actions de bonne volonté issues du Fonds de solidarité nationale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 sont des gestes qui viennent s'ajouter aux efforts des pouvoirs publics. Face à l'urgence, l'Association des professionnels des établissements de crédit du Cameroun, sous la conduite d'Alphonse Nafak, son président, a bien voulu apporter sa pierre à l'édifice, d'où le chèque de 200 millions de francs CFA remis au ministre de la Santé. Individuellement, chaque banque a pris la décision d'accompagner les efforts de l'État. Mais il était important, en tant qu'association, que nous se mobilisons davantage parce que les contributions individuelles, pour importantes qu'elles soient, ne peuvent pas remplacer les contributions de l'ensemble de la profession. Un geste salué par le gouvernement de la République par la voix du ministre Manaouda Malachi. Dans la même veine, les membres de cette association se sont rendus à l'hôpital général de Yaoundé. Nous remercions le secteur bancaire pour ce qu'ils font pour aider les Camerounais à survivre au Covid-19. Ils ont remis des kits d'hygiène et autres matériels à l'équipe médicale de cet hôpital. Dans l'extrême nord du Cameroun, les élèves du CM2 et de classe 6 se préparent à affronter dans quelques jours l'examen de passage collège. Les cours se déroulent là-bas comme partout ailleurs dans le pays, dans le strict respect des mesures barrières. La déléguée régionale pour l'éducation de base est allée évaluer les dispositifs anti-Covid-19 dans certains établissements scolaires à Maroua. Madame Aminou Sandazoa a saisi l'occasion pour remercier l'UNICEF pour le don récent des kits sanitaires dans les écoles de la région. Honoré Mbouaké, CRTV Extrême Nord. L'UNICEF, à l'instar des autres représentations des agences du système des Nations Unies basées à l'extrême nord, est engagée dans la croisade contre le Covid-19 dans les écoles primaires. Cette descente nous a permis de vérifier l'utilisation effective du matériel mis à notre disposition par l'UNICEF. Nous constatons aujourd'hui, dans les écoles que nous avons visitées ici dans la ville de Maroua, que ce matériel est effectivement utilisé. À l'école publique bilingue de Funangue, le respect des gestes barrières est un impératif catégorique. La dotation de l'UNICEF suscite la reconnaissance des acteurs de l'enseignement. Le don de l'UNICEF pour la lutte contre le Covid-19 était vraiment salutaire. Également, nous avons des gels hydroalcooliques dans les salles de classe, où les enseignants vraiment les utilisent. Pour attester
L'usage effectif des kits de l'UNICEF, des séances de démonstration, de lavage de mains par les élèves ont été effectuées. Nous, ici à l'école Champion FCB de Mawa, pour éviter le coronavirus, nous respectons les mesures barrières ci-après. Mettre son cache-nez, laver les mains avec de l'eau propre et du savon, respecter la distanciation sociale de 2 mètres, éviter le contact physique. Enseignants et directeurs des écoles de la région ont été invités à veiller davantage sur l'observation des mesures barrières. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Pour une formation saine et sereine dans les établissements de formation sanitaire du Cameroun, 15 recommandations ont été formulées à l'issue de la conférence annuelle des directeurs des établissements de formation des personnels de santé. Les assises présidées par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, se sont refermées hier vendredi à Yaoundé. Étienne Pascal Azégué pour le compte rendu. Le ministère de la Santé publique met le cap sur la modernisation de ses ressources humaines provenant des établissements de formation du personnel sanitaire. Les insuffisances observées dans le fonctionnement de ces établissements de formation du personnel de santé relèvent désormais du passé, selon le ministre Malachi Manaouda. Nous allons continuer à moderniser notre manière de faire, à moderniser notre gestion, à moderniser nos enseignements. Nous pensons également que dans le cadre de notre agenda de transformation du système de santé, nous devrons transformer notre culture, notre manière de voir, notre rapport à l'être humain et à la vie. Pendant 2 jours, les promoteurs et les responsables de ces établissements de formation sanitaire ont reçu les rudiments pour mettre sur le marché de l'emploi un personnel expérimenté et performant. L'engagement a été scellé au cours de la conférence annuelle qui s'est tenue à Yaoundé pendant 2 jours. Cap à présent sur le Centre national des opérations des urgences de santé publique à Yaoundé. Allons-y retrouver Joseph Goueta Manding pour les dernières nouvelles sur l'évolution de la pandémie au Cameroun. Bonsoir Joseph, quoi de neuf ce soir? Bonsoir Karine Olive, bienvenue ici au Centre des opérations des urgences de santé publique. Ce soir, il n'y aura pas des chiffres liés à la contamination, à des guérisons ou alors au décès du coronavirus. Ici au Centre des opérations des urgences de santé publique, ces chiffres seront édictés 1 fois par semaine. Mais ce soir, nous allons parler de la prise en charge psychologique des patients. Et rappelez-vous que le 23 juin dernier, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a adressé une lettre de félicitations à tout le personnel soignant pour les efforts fournis. Ces soldats de santé qui donnent de leur temps pour sauver des vies. Et aujourd'hui donc, le coronavirus semble rentrer dans les habitudes et comme des autres pathologies, la maladie n'épargne personne. Notre invitée ce soir est psychiatre. Elle s'appelle Dr Laure Menguene. Elle est donc chef de l'unité de prise en charge psychologique ici au Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la prise en charge psychologique du personnel soignant, ce personnel soignant qui est aussi exposé? Voilà, ce qui a lieu de dire d'emblée, c'est que, parce qu'on se demande souvent... Est-ce que cette prise en charge est nécessaire? Voilà, effectivement, c'est une priorité. Une priorité pour 4 raisons. La première raison, c'est que c'est des êtres humains, comme tout le reste, qui ont des peurs, la peur de mourir, entre guillemets, et également la peur d'infecter son entourage. Ça, c'est source de stress. Deuxièmement, il y a le fait que c'est des individus, comme tous les autres individus, qui, avant la Covid, avaient des difficultés sur le plan affectif, des difficultés sur le plan financier, des difficultés sur le plan professionnel et autres.
et c'est ajouter le stress de la Covid. Troisièmement, et malheureusement surtout, la stigmatisation. Parce qu'on a beaucoup de personnel qui sont dans la riposte, qui sur le plan conjugal sont en instance de divorce, sont en train de se séparer justement. Sur le plan familial, ça devient de plus en plus difficile pour ce personnel-là de côtoyer les membres de la famille. Même sur le plan social, beaucoup ont du mal à accéder, à aller dans les boutiques, dans les quartiers, parce que les portes leur sont de plus en plus fermées. Donc ça, c'est très difficile sur le plan psychologique. Et enfin, on est en face d'une population qui n'est pas toujours, qui ne soutient pas toujours, mais qui a besoin des résultats. Donc, toutes ces situations-là font en sorte que, sur le plan psychologique, on souffre. Oui, et docteur, comment se fait cette prise en charge ou cet accompagnement psychologique? Voilà, la chose la plus importante à dire, c'est que la prise en charge psychologique n'est pas que l'apanage du ministère de la Santé publique. C'est l'affaire de tous. Comment ça se fait? Ça commence à domicile. C'est-à-dire que si monsieur sait que madame travaille dans un service d'isolement, on doit pouvoir la soutenir, on doit pouvoir la cadrer par de paroles positives, par des actes positifs également. Sur le plan familial, ça doit être pareil. Sur le plan communautaire, ça doit être pareil. Parce que c'est cet accompagnement-là qui va majorer, maximiser donc l'action du ministère de la Santé. C'est-à-dire que ce qu'on leur fait pratiquement sur le terrain, c'est quoi? C'est de briefer ce personnel-là sur la gestion du stress. Donc, il est question pour ce personnel-là de pouvoir gérer et d'aider l'autre à gérer son stress de 1. Il y a des activités de débriefing aussi, c'est-à-dire qu'un espace où ce personnel peut verbaliser ses frustrations, ses colères, se sentir léger pour pouvoir avancer et être productif. Des activités de relaxation aussi sont menées à l'hôpital Jameau, par exemple, et un bonsoir particulier à tout ce personnel-là qui, sur les sites de prélèvement, mène des activités. On peut avoir des petites activités physiques, on peut avoir des chants et même un peu de danse pour pouvoir non seulement aider le personnel à gérer sereinement la situation, mais même ceux qui viennent également à pouvoir gérer sereinement cette situation. Et à côté de cela, au ministère de la Santé publique, il y a une communication qui est en train d'être réorientée justement dans ce sens, la gestion du stress, le soutien, l'accompagnement. Et dans les jours qui viennent, il y aura, on mettra toujours au niveau du ministère de la Santé un centre spécialisé d'écoute pour l'assistance psychologique. Merci, docteur. Voilà qui éclaire Karine Olive. La maladie, surtout le coronavirus, n'épargne personne, qu'on soit patient ordinaire ou personnel soignant. La riposte repose sur l'ensemble des mesures barrières édictées par le gouvernement et l'OMS. À vous, Karine Olive. Merci beaucoup, Joseph Gouet-Amandin. Merci également à votre invité, le docteur Laure Mengele, chef unité de prise en charge psychologique, qui s'exprimait donc sur la prise en charge psychologique des personnels soignants. Une nouvelle équipe dirigeante à la tête du chantier naval et industriel du Cameroun, Roland Maxime Akandi et Abel Webnjo, ont été officiellement installés dans leurs fonctions, respectivement comme directeur général et directeur général adjoint par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massé-Nangalé-Bibéhé, les a engagés à redonner au fleuron de la maintenance navale tout son potentiel d'antan. Reportage Brigitte Bozé à Douala. Le chantier naval et industriel du Cameroun est resté orphelin depuis le 25 avril 2020 après le décès de l'ancien DG. Pour combler ce vide, le président de la République a décidé de nommer de nouveaux responsables à la tête de cette structure. Roland Maxime Akandi au poste de directeur général avec pour adjoint Abel Webnjo. Un choix du président de la République plébiscité par les membres du conseil d'administration. Les promus remercient le chef de l'État pour sa confiance. Merci au bon Dieu, merci au chef de l'État qui m'a fait confiance. Ils sont conscients des défis qui les attendent. Nous allons lutter pour refaire l'outil de production, pour produire mieux et travailler parce que la sous-région a beaucoup d'opportunités. Donc nous devons moderniser notre outil de production. Au
nouveau staff dirigeant, le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Bibehe prescrit de remettre à flot le fleuron national qu'est le chantier naval, de poursuivre le plan de restructuration technique de l'entreprise en pérennisant la diversification des activités, notamment à travers les travaux industriels et les installations métallurgiques. Ils ont le profil de l'emploi. Des pirogues et des intrants pour les pêcheurs du Cameroun, le ministre des Pêches et des Industries animales présidait hier vendredi à Yaoundé la cérémonie de distribution du matériel d'aquaculture et de surveillance des activités de pêche au personnel des services déconcentrés. Dr Taïga était accompagné du ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbaye-Robé. Les détails avec José Gaëtan Tianga. L'esplanade de la Chambre d'agriculture des pêches, de l'élevage et des forêts est transformée le temps de cette séance en quai. 11 pirogues à moteur et 75 bacs en plastique sont remis au personnel de surveillance des activités de pêche et aux acteurs du secteur de l'aquaculture. Nous aimerions que la production d'alevins soit vraiment encouragée pour qu'on puisse les mettre à la disposition de tous les pisciculteurs. La deuxième difficulté, c'était l'aliment. Oui, le sac d'aliments coûtait 30 000 francs. Mais heureusement, maintenant, avec les efforts, l'aliment est produit sur place. Les bacs sont repartis de façon à avoir une pirogue par retenue d'eau. Maga, Lagdo, Mbakaou, Mapé, Lompanga, Mekinmenvele en sont équipés. Objectif, réduire la dépendance en poissons. L'aquaculture est reconnue comme un des secteurs qui demain devra être secteur porteur. Nous pensons que la production de poissons, la réduction de la dépendance doit passer par l'aquaculture. Et il s'agit de mettre des activités qui encouragent à utiliser toutes les technologies qui existent en la matière. La pêche artisanale fournit 90% de la production des pêches de capture au Cameroun. Ces équipements viendront à coup sûr redynamiser le secteur de la pêche. Dans la région de l'Est, les travaux du programme C2D Capitale Régionale évoluent à pas de géant dans la ville de Bertoua. C'est le constat du maire de la ville, Jean-Marie Dimbélé Sodéa, qui a visité cette semaine les différents chantiers en cours. Reportage Jean Dunor Kempché à Bertoua. Le programme C2D Capitale Régionale à Bertoua, ce sont plusieurs sites pour quelques lots précis. Premier lot à accueillir le maire de la ville de Bertoua, Jean-Marie Dimbélé Sodéa, les chantiers de construction des équipements marchands. Nous constatons que les travaux avancent très bien. C'est bien pour les populations qui aimeraient voir leur marché se moderniser. Avec cette avancée rapide, nous pouvons dire que ces chantiers seront livrés à temps. En ce qui concerne l'aménagement des espaces verts et des loisirs, 2 tableaux se présentent. Sur le site, en face du palais de justice, le problème d'indemnisation des occupants retarde le démarrage des travaux prévus pour cette semaine, d'où cette réunion de crise. Ailleurs, tout baigne et projette des instants de détente qui s'annoncent merveilleux. Vous savez qu'à Bertoua, il manquait ce genre de lieu de divertissement des populations. Nous osons croire que dans 4 mois, n'est-ce pas, ces jardins publics seront à la disposition des populations. Au bout du compte, le plus satisfaisant pour ce programme C2D Capitale Régionale à Bertoua, c'est la voirie urbaine où la technologie du béton compacté est utilisée pour des chaussées qui vont durer et aussi des ouvrages d'art qui dominent des marécages géants. Avant, les populations passaient sur les ponts de Singe. Ici, vous voyez que la rivière Djanombe est plus large. Et il fallait donc créer quelque chose de plus large, n'est-ce pas, pour adapter à la donne. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Grâce à sa volonté, toutes ces installations et ces équipements sont mis en place. Ajouté aux efforts personnels du maire, avec l'appui du gouvernement, ces projets du programme C2D Capitale Régionale contribuent à changer la physionomie de la ville de Bertoua et en bien. Ultimes adieux à l'honorable Joseph Mbandam, décédé le 13 avril dernier. Le député SDF, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, a été inhumé ce samedi à son domicile à Yaoundé. Les grandes familles du Parlement et du barreau lui ont rendu un dernier hommage. Des moments denses, empreints d'émotion au quartier Ekounou. Le reportage de Claristan.
Il aura marqué la scène politique du Cameroun. L'honorable Joseph Mbandam, de regrettée mémoire, fort de son background de juriste, aura apporté une contribution appréciable à l'avancée de la démocratie dans notre pays. Le chef de l'État lui reconnaît ce mérite à travers un message de condoléances. L'honorable Hilarion Eton, représentant du président de l'Assemblée nationale à ses obsèques, se souvient. Joseph Mbandam était un homme d'exception dont la singularité réside dans les choix difficiles qu'il a opérés dans sa vie de combattant, des causes qu'il trouvait justes. De lui, nous retenons son engagement dans divers combats au nom des libertés individuelles, des droits de l'homme, de la démocratie, du savoir universel, de la charité, de la paix, de la bonne gouvernance. L'honorable Joseph Mbandam, dont le carnet d'adresses était bien fourni, était par ailleurs l'un des pères fondateurs du Parlement panafricain. Il a été de tous les combats. Il était même membre de la commission de réforme du Parlement panafricain. L'honorable Mbandam avait cette particularité qu'il était bilingue et il était l'homme du consensus. Et durant tout son séjour au Parlement panafricain, il n'avait jamais trahi la délégation camerounaise. Les militants et hauts responsables de son parti politique, le SDF, gardent de cette icône politique, leur conseiller juridique, un indélébile. Il y a très peu d'hommes politiques qui ont un legs plus important que celui du très honorable Mbandam. Il a fait bouger les choses au sein des institutions, dans son combat pour la démocratie, dans sa quête de faire du Cameroun un pays sur lequel on doit compter au niveau de la diplomatie parlementaire. La famille judiciaire ne tarit pas d'éloges. Sa qualité d'avocat a beaucoup aidé son travail au sein du Parlement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait où est la juste mesure. Il était d'abord comme un opposant à l'Assemblée nationale, mais ses qualités d'avocat ont fait de lui celui qu'on a souvent appelé le médiateur. Né le 28 février 1955, le natif de Batibo dans la région du Nord-Ouest était par ailleurs député du Parlement de la CEMAC. Ses multiples cordes à son arc font la fierté de sa famille nucléaire au sein de laquelle il laisse un vide difficile à combler. Homme de foi, il était Joseph Mbandam. Ils sont venus nombreux ici pour lui rendre un dernier hommage et ne cesseront de prier pour le repos de son âme. Marie-Marceline Fouda-Omba, artiste plasticienne décédée, elle, le 16 juin à l'âge de 70 ans, a été inhumée également ce samedi. Les cérémonies d'inhumation au quartier Fouda Yaoundé se sont déroulées en présence de plusieurs personnalités. Michel Renaud-Wanja. La peinture et la sculpture étaient sa passion. Marie-Marceline Fouda-Omba, décédée le 16 juin dernier, était l'un des porte-fagnons dans le champ de l'art plastique au Cameroun. Marie-Marceline n'était pas seulement Betty, elle était en même temps Bamileke, Awoussa et tout. Elle embrassait tous les artistes. Je crois que le vivre ensemble a commencé par cette dame. Celle qui fut la promotrice de l'espace culturel au Yenga a reçu des hommages de la famille culturelle, sa famille biologique, ainsi que celle de la nation camerounaise. Un talent qui lui a valu à titre posthume la médaille d'officier de l'Ordre national de la valeur. Elle a offert au musée national toute une salle d'œuvres plastiques pour enrichir la collection réservée à l'ère culturelle Betty. Au cours de la messe des circonstances, le clergé a reconnu en elle des valeurs d'une femme altruiste. Le clergé a par ailleurs intercédé pour le repos de son âme. C'était une grande artiste, c'est une grande perte. L'artiste s'en est allé, ses œuvres éclairent toujours la culture camerounaise. Et que la terre de nos ancêtres leur soit légère. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Barbara Padjama et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Vous serez en compagnie de Gilbert Songene et Georges Marcel Messila. Très belle soirée à tous. Prenez soin de vous. À demain, 20h30. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées
par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.